donc passé José Brochant, 13 jours que le Goyavien est porté disparu. Des dizaines de volontaires ont passé au peigne fin des quartiers des Abîmes et de Pointe-à-Pitre pour tenter de le retrouver. L'abattoir du Sud-Bastère aura-t-il coûté près de 7 millions d'euros pour rien? Depuis son inauguration en 2015, la structure n'a toujours pas démarré son activité. Le reportage de Loïs Ignace dans cette édition. Première réunion de travail entre Borel-l'Incertain et Harry Chalus à la résidence départementale du Gosier. Les deux exécutifs se sont entretenus sur des dossiers importants pour cette rentrée. Et puis la troisième manche du championnat de voile traditionnel aura lieu ce dimanche sur le plan d'eau de l'Oricisque de Pointe-à-Pitre. Immersion dans une séance d'entraînement avec les matelots, jeune espoir de la voile traditionnelle. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons tourner ensemble les pages d'actualité de ce lundi 22 février. Voilà 13 jours que José Brochant a disparu. L'homme originaire de Trois-Rivières s'est échappé du CHU de Pointe-à-Pitre-Abîmes dans la nuit de mardi à mercredi. Sa famille et les agents de la municipalité de Goyave ont invité des volontaires à ratisser les quartiers de Grand Camp, Chauvel, Rézé et Carénage pour tenter de le retrouver. Bénédicte Jourdier, Moïse Dexter. Devant la mairie de Goyave, samedi dernier à 8 h, ils étaient une dizaine, des bénévoles, des membres de la famille, séparés en 4 groupes pour retrouver José Brochant, disparu il y a 13 jours. Camille Brochant et Claude Adonai, respectivement frères et cousins, cherchent eux du côté du centre hospitalier, puisque c'est ici qu'il était hospitalisé, avant de disparaître dans la nuit de mardi à mercredi 10 février. On est sans relâche, mon cousin Claude et moi, depuis que je suis arrivé. Donc on est vraiment HS comme on dit là. Donc aujourd'hui on fait cet effort-là, mais je pense que demain je prends l'avion pour rentrer chez moi. Et voilà, c'est mon petit frère, donc mes parents ils sont âgés, fatigués. Je suis venu pour les aider à la recherche et puis leur remonter leur morale aussi. Munis d'affiches, les volontaires ratissent les différents quartiers de la ville, et notamment Carénage, Grand Camp, là où il aurait été aperçu par différents témoins, dans un état apparemment préoccupant. Nous avons des inquiétudes parce que comme il a des côtes cassées, et puis s'il est tombé, il a perdu connaissance, perte de mémoire, il ne retrouve pas son chemin. Il ne retrouve pas son chemin, peut-être s'il a bu ou bien il a pris autre chose, là c'est fini pour lui. Je pense qu'il est grand temps aujourd'hui, absolument, qu'on le retrouve, parce que sans quoi ce sera trop tard. Rencontrée lors de la réunion d'information tenue vendredi dernier en soirée, la maman de José Brochant se dit contente de voir autant de monde mobilisé. Je suis un petit peu contente parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui m'encouragent. Alors, je tiens par la grâce de Dieu, je tiens. Dernièrement, un témoin aurait aperçu un homme répondant au signalement de José Brochant, mais cette fois-ci à Bémao. La famille maintient ses recherches malgré la fatigue. La présidente du conseil départemental et le président du conseil régional, Harry Chalus, ont tenu leur première réunion de travail ce matin à la résidence départementale du Gosier. Au cœur de cette rencontre, des dossiers importants, notamment le dossier de l'eau et le plan départemental de l'insertion. Les détails avec Yvan Lemar. Premier point abordé, le transport. La compétence sera transférée à la région dès le 1er janvier 2017. Avec l'ancien exécutif, nous avions prévu une commission mixte. Donc nous avons pris la décision de présider conjointement cette commission mixte, mais que les administratifs travaillent avec les élus de la commission, de nos commissions, puisqu'il y a la commission de transport en Guadeloupe, en région comme au département. Deuxième point traité, la gestion de l'eau. Nous avons pris la décision avec les communautés d'agglo d'aller d'abord de rencontrer Madame la Présidente de la CSPT de façon à un peu écouter tous ceux qui ont eu à un moment donné des réticences pour pouvoir arriver à ce syndicat unique de l'eau. Et puis nous allons donc provoquer une réunion de façon à ce que nous puissions prendre nos responsabilités. Même si nous faisons accompagner, par accompagner ou encore, le mot est peut-être mal choisi, par la préfecture qui avait déjà, par l'État, qui avait déjà commencé à nous accompagner. Donc c'est vraiment une décision conjointe que nous allons donc provoquer cette rencontre. Et nous allons le faire, je crois, avec la décision ou avec l'obligation de réussite.
Le dossier de la sécurité en Guadeloupe a été aussi abordé. Nous allons avec les élus des collectivités, avec les élus maires de communes, mettre en place des actions pour pouvoir, redynamiser, revoir un peu nos familles, je dirais. Je pense que ça part de là. Nous avons des idées derrière et je pense que nous allons pouvoir faire des propositions par la suite. Autre gros point de cette séance, la gestion des déchets. La remise en place rapide du conseil d'administration du CIVAD a été actée. Donc là, revoir si la région et le département qui avaient apporté leur garantie à l'entreprise qui avait été retenue, c'est recommencer la procédure. Voilà. Ce qui est triste aujourd'hui, c'est que le CIVAD doit payer 12 millions suite à l'affaire contre Urbacer. Et ce sont les Guadeloupéens qui vont payer cela. La formation et l'insertion étaient aussi à l'ordre du jour. Une commission de travail sera mise en place afin de mutualiser les compétences des deux collectivités et créer un guichet unique de l'insertion. L'abattoir du Sud Basse-Terre aura-t-il coûté près de 7 millions d'euros pour rien? Depuis son inauguration en grande pompe en 2015, la structure construite à Gourbert, non loin de l'ancien abattoir de Baïf, n'a toujours pas démarré son activité. Pourquoi cette inertie? Élément de réponse avec Loïs Ignace. Inauguré le 25 septembre 2015 par l'ancien président de région, Victorin Lurel, l'abattoir de Gourbert a été financé à hauteur de 7 millions d'euros par le FEDER, la région, l'État et le département. Prévu pour l'abattage de 1000 tonnes par an de bovins, porcins et caprins, cette structure n'a à ce jour jamais fonctionné et doit faire face à un certain nombre de difficultés. Un marché a été passé avec la société Iguavi pour son exploitation, mais il se trouve que nous avions eu quelques difficultés s'agissant de la livraison du petit matériel. Les entreprises voulaient obligatoirement être payées avant la livraison et vous connaissez le principe dans la comptabilité publique, on ne peut payer que sur le service fait. L'autre problème, c'est que le marché est arrivé à terme puisqu'on avait prévu un marché avec la société Iguavi au 31 décembre 2015. L'autre problème concerne le changement de gouvernance à la région Guadeloupe. Autant que la région s'était engagée sur l'exploitation et une participation annuelle aux alentours de 300 000 euros, aujourd'hui il faut attendre la position de la nouvelle gouvernance. La CSBT avait la compétence abattoir, mais entre-temps aussi la CSBT a voté une délibération pour ôter la compétence abattoir de ses statuts. À ce jour, l'abattoir est géré par le syndicat intercommunal du Sud Basse-Terre qui comprend les communes de Vieux-Fort, Trois-Rivières, Vieux-Habitants, Bouillante. Ces communes sont dans l'incapacité de faire face à la bonne marche de cette structure. De plus, la région Guadeloupe n'a pas encore défini le montant alloué au bon fonctionnement de l'abattoir. L'opérateur SFR accélère l'extension de son réseau à Pointe-à-Pitre. L'inauguration du procédé avait lieu ce matin dans la ville. C'est près de 3000 logements et locaux professionnels qui pourront profiter d'une vitesse très haut débit et d'un service de meilleure qualité. Isabelle Hameau, Patrick Curie. Visite guidée dans ce répartiteur optique SFR. Désormais, 6 nouveaux quartiers pointois bénéficient du réseau très haut débit de l'opérateur. Parmi eux, la cité Bergevin, les Tours Miquel ou encore l'impasse des Sciences. Un déploiement rendant l'accès au réseau à 3000 foyers et locaux professionnels. Une qualité inégalée de services numériques, à la fois pour l'Internet, mais également pour les offres associées comme la télévision, comme le téléphone. Voilà, mais essentiellement au niveau de l'Internet. Donc on a une qualité qui multiplie par 5 les meilleures capacités actuelles offertes sur le territoire de la Guadeloupe et qui multiplie par 50 ceux qui ont des abonnements anciens avec des abonnements qui sont obsolètes aujourd'hui lorsqu'on sait quelle est la nature des besoins en termes de rapidité de chargement, de volume de chargement, de qualité d'image lorsqu'il s'agit de télévision ou de film. Outre Pointe-à-Pitre, l'opérateur s'était déjà étendu dans 14 autres communes du département. Cette infrastructure va nous permettre de déployer sur la ville pour les abonnés de Pointe-à-Pitre l'ensemble des offres que nous présentons déjà, qui existent déjà sur le reste de la Guadeloupe, sur une partie de Pointe-à-Pitre d'ailleurs déjà. Il faut savoir que sur la Guadeloupe, notre réseau très haut débit couvre déjà plus de 100 000 foyers.
C'est important à savoir, hein. Nous ne sommes pas nouveaux dans l'activité, nous avons le réseau très haut débit le plus important de la Guadeloupe aujourd'hui. D'ici la fin de l'année, 6 000 nouveaux logements seront raccordés au réseau. Selon le Conseil supérieur de l'audiovisuel, beaucoup d'enfants de moins de 3 ans passent trop de temps devant les écrans de télévision ou les tablettes. Quelles sont les conséquences d'une surexposition? Le reportage de Karen Diama. En Guadeloupe, un parent sur 4 expose ses enfants aux écrans dès le plus jeune âge, en oubliant parfois qu'ils peuvent comporter plusieurs désavantages pour la santé et le développement de ces derniers. De façon générale, en dessous de 2 ans, il n'y a absolument aucune nécessité de proposer aux enfants aucun média, que ce soit sur tablette, il n'y a absolument aucune nécessité. Entre 2 et 3 ans, il a été fréquemment dit que on mettait dans ces matériaux des choses éducatives, etc. Alors, mon avis est assez partagé là-dessus, parce que on s'est quand même aperçu que ça a entraîné des instabilités psychologiques et psychomotrices, et que ça diminuait quand même de beaucoup les activités faites. Et des activités, Paris, qui est assistante maternelle, en a une pléiade pour éviter la télévision à ces jeunes pensionnaires. Bon, on fait des activités le matin à 9h, 10h, on fait des activités. Ils font des jeux de forme, de construction, des Lego, des puzzles. Bon, à leur rythme, parce que bon, les petits comme ça, ils n'aiment pas rester trop longtemps sur une activité. Et puis après, ils font les jeux libres. Pour moi, les enfants avant 3 ans ne doivent pas s'exposer devant la télé, parce que pour moi, c'est les enfants qui doivent se construire. Donc, en les mettant devant la télé, on les prive de l'échange, quoi. Des échanges, on les prive la relation avec l'adulte. On doit plus utiliser les 5 sens de l'enfant. Donc, c'est-à-dire le toucher, bouger, sentir, observer, etc., quoi. Mais pas les mettre devant la télé, ils sont comme des spectateurs. Des spectateurs qui par la suite risquent quelques désagréments. La problématique de tout ça, c'est que c'est plus tard que l'on s'aperçoit que telle ou telle chose ne se passe pas bien dans les apprentissages. Et c'est peut-être pour ça que les parents ne se rendent pas toujours compte que ça peut être important. Limiter l'exposition aux écrans permet aux enfants de s'adonner à plus d'activités physiques, ce qui favorise un développement plus équilibré. Après l'extinction de la télévision analogique au profit de la TNT, voici la fin du téléphone filaire traditionnel. Dans un souci de faire des économies, Orange a annoncé la semaine dernière l'arrêt progressif de ce service. Ainsi, d'ici 2018, vous ne pourrez plus vous faire installer une nouvelle ligne fixe, un processus qui s'étendra jusqu'en 2020. Faut-il, selon vous, abandonner le traditionnel téléphone fixe? Vos réponses recueillies par Isabelle Hameau et Patrick Curie. C'est bien d'avoir la ligne fixe. S'il n'y avait pas la ligne fixe, je ne peux pas être joignable à mon domicile. Donc pour moi, je ne sais pas, je ne trouve pas ça, à moins qu'ils fassent le réseau entièrement pour toute la Guadeloupe, le réseau portable. Et ça oblige les gens aussi à prendre des portables. Donc normalement la ligne fixe, elle est beaucoup plus, je dirais mieux. Même au niveau du son, l'écoute, tout ça, c'est mieux que le portable. Parfois ça passe pas très bien. Puis les ondes que ça dégage aussi, c'est pas bon pour la santé. Non. Pourquoi? Parce que ça a son utilité aussi. Lorsque la personne n'a pas forcément son téléphone portable près d'elle et qu'elle est chez elle, ça a son utilité, je pense. Ou même que son téléphone portable est déchargé ou en panne, ça peut servir. On a déjà supprimé les cabines. C'est une bonne chose. Dans les cabines, on peut mettre des bombes, etc. Vous passez là et puis ça vous explose dans la figure. Mais supprimer les fixes? On est déjà habitué avec les lignes. Donc, pour les arrêter là maintenant, je ne pense pas. C'est une très bonne idée. Nos lignes fixes, on s'en sert plus beaucoup en fait. Même à la maison, on est sur les mobiles.
Ah non, ça me paraît pas une bonne idée, donc quand même, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément de téléphone portable déjà. Et puis ça reste quand même quelque chose de fiable, c'est comme moyen de communication, le fixe. Des fois le portable ne marche pas, on a des problèmes de liaison avec les satellites et tout ça, donc garder le fixe, ça me paraît quand même être une source de sécurité pour les communications téléphoniques. Oui, effectivement, ça serait une bonne idée avec simplement un petit bémol, c'est-à-dire qu'il y a certaines zones qui ne sont pas totalement couvertes. Il faudrait s'assurer avec Orange Caraïbes que toutes ces zones soient couvertes avant de nous couper définitivement le fixe. C'est une réponse à nuancer puisque quelque part la nouvelle génération utilise beaucoup plus les téléphones mobiles, mais après les personnes âgées qui n'ont pas du tout d'accès au téléphone ou qui n'ont pas du tout la maîtrise de ces technologies vont se retrouver perdues si on enlève le fixe. Donc moi je vois pas, enfin ce serait pas, on devrait laisser le choix par exemple, mais ne pas arrêter. D'autant plus que maintenant la mise en place des bouquets par SFR, Orange incite à prendre le fixe avec le téléphone, donc on devrait peut-être laisser au choix pour qu'il y ait une adaptation au fur et à mesure, quoi. Elle ne manque pas d'ambition. À tout juste 16 ans, elle entend marquer sa génération dans la politique. La mairesse junior de la ville des Abîmes est avec nous ce soir. Naïma Jacquet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Alors, quelle était votre ambition lorsque vous êtes présentée en 2015 au poste de mairesse junior de la ville des Abîmes? Donc, j'ai décidé de me présenter au poste de mairesse junior de la ville des Abîmes pour pouvoir m'investir, m'impliquer bien sûr dans le développement de ma ville, qui veut dire les Abîmes, à travers un dynamisme donné par d'autres jeunes, car c'est vrai qu'on est 46 jeunes qui sont des porteurs de projets, qui souhaitent développer leur ville et qui souhaitent bien sûr promouvoir le conseil municipal au-delà des frontières en Guadeloupe et bien sûr, pourquoi pas à Navarre. Vous aviez des projets à cœur au moment où vous êtes présenté? Oui, c'est pour cela que d'ailleurs on a eu une conférence de presse où on a présenté publiquement les nombreux projets qu'on veut réaliser, car c'est vrai que depuis, on a déjà réalisé pas mal de projets, des actions fortes qui sont à proximité vers la population. Et donc maintenant, nous avons d'autres projets comme des journées de sensibilisation pour les grossesses précoces et les maladies sexuellement transmissibles. Des projets aussi comme des congrès, des séminaires à organiser pour un meilleur fonctionnement du conseil municipal des jeunes en général. Et aussi des journées portes ouvertes visant à populariser les activités sportives et culturelles peu ou pas pratiquées dans la commune en elle-même. Vous êtes heureuse de participer justement à ce projet, de faire avancer certaines choses à la ville des Abîmes. Les jeunes, lorsqu'ils vous rencontrent, ils vous reconnaissent, ils vous félicitent? Alors, je souhaite vraiment rester naturelle lors de car c'est vrai que c'est une action surtout citoyenne, une expérience qui me servira plus tard professionnellement. Donc, lorsque je viens, bien sûr, on représente une jeunesse, donc on veut quand même représenter la fraîcheur, l'authenticité et bien sûr un dynamisme, montrer qu'on a vraiment envie, qu'on veut faire changer les choses et surtout travailler en synergie avec les personnes de certain âge, parce qu'on a aussi le conseil communal des aînés, travailler avec le conseil municipal en lui-même, et son député maire Éric Jalton, car c'est vrai qu'on a une élue référente qui est Magali Marcin, qui nous accompagne, qui nous encadre avec son équipe, comme Madame Cancel ou Monsieur Claudie. En tout cas, on a une équipe qui nous accompagne, donc on n'est pas tout seul, on n'est pas livré à nous-mêmes. Au contraire, nous sommes des jeunes qui sont bien encadrés et qui avons de l'ambition. Est-ce que vous disposez d'un budget? Alors oui, on a un budget qui nous permet de réaliser l'ensemble de nos projets, car le maire a souhaité vraiment que l'on puisse avoir la possibilité d'agir directement et bien sûr, surtout toujours en contrôlant, mais bien on a tous les projets que l'on réalise, ce sont des projets qui sont bien sûr vérifiés, qui sont contrôlés, qui sont réalisables et qui ne dépassent pas un certain budget, car on sait que la vie quand même est assez dure. Naïma Jacquet, je crois que vous avez rencontré le président François Hollande. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger avec lui? Alors oui, j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer le président lui-même, mais aussi les autres membres du conseil municipal des jeunes, car je souhaite toujours faire partager les privilèges que j'ai. Je ne souhaite vraiment pas que ça reste. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Alors, sincèrement, c'est un président qui a été super sympa. Donc, il a vraiment parlé de la beauté de la Guadeloupe.
Donc on a été assez fiers. Et aussi de notre commune, donc ce qui était d'autant plus important, sachant qu'on voulait montrer bien sûr une bonne image de la ville des Abîmes. Naïma Jacquet a tout juste 16 ans, vous êtes déjà engagée en politique, mais vous êtes également connue sur la scène artistique. Vous avez sorti votre premier single à l'âge de 6 ans. Aujourd'hui, je sais qu'une fois vous avez dit que j'aimerais faire carrière dans la musique. C'est toujours le cas aujourd'hui? Oui, c'est toujours le cas. Car comme le dit si bien mon député maire, il faut être toujours polyvalent. Donc j'ai la chance de pouvoir participer à cette action citoyenne durant 3 ans. Mais en parallèle, je continue mes écoles normalement et en même temps, je fais mes prestations. Et au contraire, cela est un plus pour tous mes projets personnellement. Naïma Jacquet, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous. Les sapeurs-pompiers de la Martinique maintiennent la pression pour obtenir plus de moyens humains et matériels. En grève administrative depuis 11 jours, ils se sont mobilisés ce matin devant la préfecture. Une réunion entre délégués syndicaux et le préfet s'est tenue. Alwin Courcy, d'ATV Martinique. Déterminés, les sapeurs-pompiers ne lâcheront rien. Ils entamaient ce matin leur 11e jour de grève administrative, un mouvement largement soutenu par la population. C'est quand même inacceptable, des voitures qui n'ont pas de contrôle technique. Il faut quand même faire quelque chose pour eux. Je pense que c'est une manifestation tout à fait justifiée. D'après ce que j'ai entendu aux informations, il y a besoin de sous pour fonctionner. Et malheureusement, c'est le nerf de la guerre. Donc si c'est le seul moyen pour eux de se faire entendre, eh bien qu'ils le fassent. J'ai appris sur un article que ce sont les sapeurs-pompiers de Saint-Pierre qui montent jusqu'à Grand-Rivière chercher quelqu'un. Il y a un problème. Alors que vous avez 2 communes à traverser. Comment se fait-il? Dans 2 communes, il n'y a pas un véhicule de secours. C'est inadmissible. Parti de l'état-major jusqu'à la préfecture, la mobilisation n'a cette fois pas perturbé le trafic. Malgré l'aide financière de la CTM de plus de 6 millions d'euros, c'est aujourd'hui vers le préfet que les pompiers se sont tournés. La semaine dernière, on a déjà fait un début de négociation avec les maires. Il en ressort quoi? Il en ressort pour la plupart des maires qu'il y a un mépris total pour la condition humaine des sapeurs-pompiers, le manque de moyens, par conséquent, la contribution obligatoire. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est que autour de la table, qui est le préfet, les maires, la CTM et les délégués syndicaux, ainsi que l'état-major du SDIS Martinique, pour qu'on puisse discuter sur le budget de ce SDIS Martinique. Le budget de 27 millions d'euros n'est pas suffisant face à l'ensemble des charges des sapeurs-pompiers. Après 2h30 de négociations avec le préfet sur le manque de moyens matériels et humains, une table ronde devrait être organisée. Il s'engage à participer à la réunion des maires. Donc par rapport à ça, il va falloir sortir un plan de financement qui permettra aux SDIS de sortir la tête haute. Alors le plan de financement, c'est une particularité de pouvoir obliger les maires à payer ce qu'ils doivent. Donc par rapport à ça, le préfet va avoir un regard particulier et ce regard-là permettra effectivement de faire entrer les fonds nécessaires. Le préfet n'a pas souhaité s'exprimer sur le dossier. La grève administrative continue jusqu'à l'organisation de cette table ronde. Pendant ce temps, les interventions sur le terrain sont maintenues. De fortes précipitations s'abattent depuis ce week-end sur la Guyane. De nombreux quartiers ont été inondés, notamment à Kourou. Xavier Paul Lepeletier, d'ATV Guyane. Ces cocotiers que vous voyez maintenant ne seront plus là demain. Pour les employés de la mairie de Kourou, cela ne fait aucun doute. Vous allez voir qu'ils sont simplement posés sur le sable là. Donc à la première vague, ils vont partir là. Depuis un an, ça commence à manger et hier soir tout d'un coup, ça a tout apporté d'un seul coup. Hier, je vous assure, je suis venu ici à 16h avec M. Ricard. J'ai fait le tour parce que je vous dis, je suis du service technique. J'ai une petite pelle, je fais le mieux et il n'y avait pas ce dégâts là. Et en moins de 8 heures, vous avez vu qu'est-ce que ça a donné quoi. La voirie a déjà commencé à attaquer, vous avez vu à côté. L'eau a déjà commencé à attaquer la voirie et je me doute que demain matin, si on vient ici, on va voir les lampadaires ou la route quoi. Pour les habitués du quartier, le spectacle laissé par la marée de la nuit passée est du jamais vu. Ça fait 20 ans en fait que j'habite là et c'est la première fois que ça prend une ampleur comme ça. En fait, c'est assez désastreux. Surtout que là, il y a une trouée avec le sable. Donc cette nuit, vers 5 heures, il y a une énorme vague qui a déferlé comme ça et qui a jusqu'au rond-point de Bonerville. Aujourd'hui, je vois c'est rempli de sable partout. C'est incroyable.
C'est hallucinant, quoi. Et certains craignent le pire. La seule chose que je pourrais faire, c'est partir. Sortir d'ici, c'est au cas où ça empire. On vote, donc là maintenant il est temps de voir leurs moyens, ce qu'ils peuvent faire pour nous aussi, la population. Là on n'a plus de plage, hein. C'est grave. Les voitures qui vont vite tomber en panne à cause de l'eau salée, les plaquettes de frein, tout ça vont se bousiller. D'ici quelques années, les gens de la cité Lens n'auront plus de maison. Pourtant, selon eux, il n'y a pas 50 solutions. Il faut qu'ils prennent exemple sur les Surinamais. Ils ont la mer aussi qui arrive comme Waterkant au Suriname. Vous connaissez, c'était comme ça. Après, les gars, ils ont arrangé ça, ils ont mis des plaques de fer et puis ils ont rembourré avec du sable. La mer va continuer d'avancer, hein. Donc après, il faut trouver une solution. Soit faire partir les gens, soit mettre du sable ou des cailloux. Il faut mieux au moins 2 mètres de hauteur. Et 2 mètres de large, c'est la seule solution. Sans ça, la mer va toujours en monter. N'oubliez pas, ici, toute la ville de Kourou, c'était la mer. Un jour, il va chercher sa place. Dans un premier temps, ce sont des pompiers qui tentent d'évacuer les canalisations. On a essayé de curer une des canalisations de façon à faire descendre le plus rapidement possible. Finalement, peu avant midi, pelleteuses et camions de la compagnie des eaux passent aux choses sérieuses. Avec la pression du tuyau, on va essayer de faire un hydrocurage. Donc ça va enlever la terre qu'il y a dans le tuyau. Et là, par la suite, on va voir si ça descend. Depuis 15h30, un PC opérationnel est mis en place afin de pallier les risques encourus par la population. À 17h, divers représentants des services de l'État étaient attendus par la mairie de Kourou, qui souhaite désormais concrétiser son projet de digue. Dans un instant, initiation à la peinture à la ville des Abîmes avec le pinceau affûté d'Antoine Nabajotte. Et puis immersion dans une séance d'entraînement avec les matelots qui se préparent pour la 3e manche du championnat de voile traditionnel. La production en eau augmente à Marie-Galante après le lancement d'une campagne de travaux menée depuis 2014. La capacité de production de l'île a augmenté de 35%. Une bonne nouvelle pour les usagers. Reportage Isabelle Amou. C'est en 2013 qu'un diagnostic a été réalisé sur 7 forages. Des dysfonctionnements avaient été constatés sur la production qui à l'époque était déficiente. Parmi ces anomalies, des ouvrages usés par le temps. Les constats, c'est que sur 7 forages, nous avions 3 forages à refaire, dont il y a un problème sur le puits, 4 à réhabiliter. Cette opération s'est déroulée entre avril et août 2014. En parallèle, Nantes des Eaux a également modernisé l'ensemble de ces puits en renouvelant l'ensemble des équipements de pompage. Donc il faut savoir qu'à Marie-Galante aujourd'hui toutes les pompes sont neuves, remis des armoires électriques neuves et installé également la variation de vitesse sur les armoires, ce qui nous permet de caler le débit exactement à notre demande et éviter les surcoûts de consommation énergétique également. Le bilan, c'est qu'à la sortie de l'ensemble de ces travaux, le gain sur la production est de 30% aujourd'hui. Donc on ne l'utilise pas tout, on utilise une partie, mais là on a une capacité de production qui est 30% supérieure à ce que l'on avait avant les travaux de 2014. Néanmoins, le réseau présente un rendement de 55%, synonyme de pertes importantes, surveillées au quotidien et dans chaque secteur par des experts. On a 3 éléments qu'on regarde. Le premier qui est juste en bleu, qui correspond à l'alimentation de ce réservoir-là par un forage. La deuxième courbe qui nous intéresse beaucoup plus, c'est celle concernant la distribution de ce réservoir-là. On a remarqué finalement qu'il y a une dégradation qui s'est produite puisque le niveau de fuite a augmenté, le niveau de fuite de nuit a augmenté. Alors on pourrait supposer que c'est effectivement une casse qu'on a sur le réseau ou encore de la consommation. Mais en tout cas, notre but c'est de chercher pourquoi le réservoir est en train de chuter. Alors en l'occurrence, dans ce cas-là, c'était effectivement une fuite qu'on a retrouvée sur cette période-là. Donc on remarque qu'effectivement, lorsqu'on a réparé la fuite, que le réservoir retrouve son niveau normal et le débit de nuit aussi retrouve donc son niveau normal. Par ailleurs, 2 autres axes d'amélioration sont en cours sur le réseau. Le premier, c'est essayer d'optimiser et nos pressions sur l'ensemble du réseau. Donc il y a des travaux qui sont en cours et qui vont arriver sur 2014. Et le renouvellement des canalisations. Et Marie-Galante a bénéficié au titre des travaux d'urgence
de renouvellement de 2,5 km de canalisation qui sont financés par le conseil départemental. 2 autres forages sur des sites inexploités depuis plus de 30 ans pour des raisons de salinisation pourraient être testés et repris. Un projet qu'étudie la communauté des communes et la Nantaise des Eaux. Elles ont décidé d'affronter le désert du Maroc. 2 Antillaises, Fanny Lumière et Ambre Pito-Boulat, vont participer au très couru rallye des gazelles. Elles devront parcourir 2500 km en 8 jours avec une carte et une boussole en plein désert marocain. Yvan Lemar les a rencontrées avant leur départ. Vivre une aventure humaine en mettant en valeur les entreprises de la Martinique et de la Guadeloupe, voici les motivations de Fanny et Ambre, 2 gazelles des îles. C'est un rallye 100% féminin. La plupart des entreprises avec lesquelles nous allons travailler, ce sont des personnes, ce sont des femmes. C'est un rallye où c'est éventuellement, c'est un rallye où il y a beaucoup de challenges. Mais c'est vrai qu'ayant une boîte de communication, c'était important qu'on puisse communiquer différemment et on voulait pouvoir permettre à nos partenaires de se présenter au niveau local, national et international par le biais du rallye. C'était beaucoup plus simple puisque c'était une communication que l'on exportait. Coût total du projet, 75 000 € avec un financement assuré par plusieurs partenaires et le soutien de la région Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique. Nos 2 gazelles ont pu commencer leur préparation physique dès septembre dernier. C'est beaucoup de gainage pour le dos, pour les abdos, parce que dans une voiture ça bouge, on a des terrains qui sont très caillouteux, et puis surtout les cervicales, parce qu'on a des casques et qu'on va passer entre 8 et 10 heures dans une voiture, et que notre morphologie va être mise à rude épreuve, bien qu'on soit assise. Elles ont suivi un régime alimentaire, un stage de pilotage au Maroc, mais aussi 6 mois de cours intensifs de navigation de Luc Coquelin, l'un de leurs parrains. Depuis plusieurs mois, je crois qu'on ne doit pas être loin des 6 mois, à une raison d'1 séance de cours par semaine. Et puis après, je leur fournissais des exercices à faire à la maison. On a fait aussi des choses en extérieur, en plein air, à la fois dans une voiture, mais aussi en bateau. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de points communs entre la navigation à terre et la navigation en mer. Je crois qu'au niveau navigation, ça va bien se passer. Parce que maintenant, on va dire les petites erreurs de début sont gommées. Il faut seulement être vigilant, il faut bien voir que quand la fatigue arrive, quelquefois on peut manquer un peu de rigueur et faire des petites erreurs, ce qui serait pénalisant puisqu'en fait c'est une course où il faut faire le moins de kilomètres possible. Donc la navigation a une importance primordiale. Fanny au pilotage, Ambre à la navigation. À 15 jours de l'échéance, nos 2 gazelles sont prêtes. On est déterminés, on a toutes les 2 le même objectif. Et on est très complémentaires. Ça veut dire que je fais confiance à Ambre concernant la navigation et je sais qu'elle me fait confiance dans la conduite. Je fais confiance en conduite, tout à fait. On est vraiment complémentaires, c'est-à-dire qu'on s'écoute et on a vraiment confiance l'une en l'autre. L'objectif des gazelles des îles, porter haut les couleurs de la Guadeloupe et la Martinique en décrochant un podium à leur premier rallye Aïcha des gazelles. Une association nommée les Ailes sportives du Gosier organisait hier la première compétition de gym rythmique au Palais des Sports du Gosier. Une épreuve sportive et artistique. Karen Diamin y était. Tout comme Elsa, Gillian ou encore Loane, elles étaient près d'une centaine à avoir participé à la compétition sélective qui précède le championnat régional de gymnastique rythmique. Ah, ça se passe bien. Un petit stress, mais ça se passe bien. Tu es contente de ta prestation? Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Et oui, ça se passe bien, les compétitions, un peu de stress. On perd des fois, mais on garde le sourire. C'est la première compétition avec toutes les filles de tous les clubs et c'est ensuite à la deuxième compétition qu'on va se départager. Donc oui, c'est la première compétition de la saison. Et donc il y a 2 saisons, il y a une première saison en individuel où on a participé et la deuxième saison où on s'y est en équipe avec des équipes. C'était bien, même si on a raté un petit peu, on s'est quand même bien encouragé et on a bien fini. Pour moi, c'était bien, mais le stress nous a envahis et on a au moins continué jusqu'à la fin. C'était stressant. Après, je sais pas. En fait, on a eu quelques petites fautes, mais on a continué jusqu'au bout et moi, je suis contente de moi quand même.
Une épreuve qui permettra à certaines d'entre elles de quitter la Guadeloupe et d'espérer participer à d'autres championnats. Le 13 mars, dans 15 jours, les filles reviennent en compétition pour une deuxième, mais là ça sera vraiment ce qu'on appelle la régionale. Et après il y aura effectivement pour certaines filles des objectifs France, pour d'autres Martinique. Mais il est vrai que toutes les compétitions sont sélectives et donc comptent pour pouvoir prétendre à soit un championnat interrégional qui se fera en Martinique cette année ou les France carrément qui se feront en France. Proche de la danse classique et de la gymnastique rythmique a eu du mal à se faire une place dans le paysage sportif guadeloupéen. Où je suis très content, c'est parce que je vois que la gym commence. C'est vraiment, on est au début en Guadeloupe et de participer à ça, je suis vraiment content. Je vois de plus en plus de parents, je vois qu'il y a de plus en plus de médias, de télé, donc tout ça. Donc franchement, on est content, on sent que ça prend et je suis très content de participer à ça. On peut prétendre vraiment à faire développer la discipline. Et nous sommes encouragés par le comité régional de la Guadeloupe qui nous soutient, le gym. Et c'est vrai que nous avons cette prétention d'élargir cette discipline. Avec l'ouverture de 3 clubs en moins de 2 ans, il semble que la gymnastique rythmique soit sur la voie du succès. La 3e manche du championnat de voile traditionnel aura lieu ce dimanche sur le plan d'eau de l'Orifice à Pointe-à-Pitre. Les matelots se sont donné rendez-vous hier pour une séance d'entraînement plutôt musclée. Le reportage, Patrick Curie, Moïse Dexter. 2 personnes, c'est-à-dire marin numéro 1 ou numéro 2 au vent. Si tu attends en bas. Non, en fait, c'est une question de... Il faut que le fauquet lâche un peu comme ça puisse gonfler à contre. Gonfler à compte, oui, mais pas trop longtemps. Pas trop longtemps, mais c'est dans le timing en fait. Oui. Les dernières consignes sont données. L'entraînement en vue de la 3e étape du championnat de la voile traditionnelle peut commencer sur le plan d'eau. Pendant plusieurs heures, une vingtaine de skippers ont ajusté leur technique sur cette mer particulièrement difficile. Comme c'est un plan d'eau qui est très technique, et donc regardez tous les gros mordants, comme on dit en créole, sont là, testent le plan d'eau, donc on est venu pour pouvoir affronter ces gars-là, pour pouvoir avoir nos repères par rapport aux meilleurs qui sont là au jour d'aujourd'hui. C'est un plan d'eau qui le vent tourne énormément. En fait, le vent il change en force, en intensité, en direction. Donc, il y a des couloirs de vent, il faut savoir aller les chercher. Et en fonction de la direction du vent, ça change. Donc aujourd'hui, on a un vent de sud-est. Peut-être que dimanche prochain, ça va être est ou nord-est et ça change. Donc c'est pour cela qu'on vient ici, savoir exactement où aller sur ce plan d'eau-là. Ce championnat suscite de plus en plus d'engouement. Parmi ces skippers à l'entraînement, des amateurs qui rêvent de participer un jour à cette régate. Aujourd'hui, c'est un entraînement comme la semaine prochaine. Comme la semaine prochaine, il y aura une régate de championnat sur ce plan d'eau. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bateaux ici. Et donc tout le monde est venu s'entraîner ici, nous on est venu participer. Sachant qu'on ne sera peut-être pas là la semaine prochaine. Mais c'est bien d'aller se tirer un peu la bourre avec les autres de temps en temps. C'est vraiment une équipe en formation, on essaie de s'entraîner régulièrement pour progresser et voir si on arrive à entrer en compétition bientôt. Ouais. Alors, qui remportera cette 3e manche? Réponse dimanche, en fin de journée. La ville des Abîmes organisait hier une journée d'initiation à la peinture à la Maison de la Mangrove, une manifestation dédiée aux familles. Pour l'occasion, l'artiste Antoine Nabajotte a partagé son savoir. Karen Diama. Un dimanche en plein air, à peindre au calme, voilà toute l'originalité de l'initiation à la peinture proposée par Antoine Nabajotte et qui a su séduire un large public. Je me suis déplacée dès temps que j'ai ma fille qui habite ici. Je suis venue ici, on a dit qu'on vient faire un tout petit tour. Et on m'a donné du papier, j'ai essayé de faire quelque chose, un petit dessin, quelque chose. Pas grand, c'est bien ça, de faire sortir un peu
tout le monde de chez soi pour pouvoir venir. C'est mon fils qui a une invitation de la part de sa maîtresse et on a tous adhéré au projet parce qu'on trouve ça super intéressant. Je dessine une fleur. D'accord. Et quelle couleur tu utilises? Rose. Ça me plaît beaucoup. J'ai fait un peu coco. J'ai fait un petit garçon et des herbes autour. Tu trouves ça bien que la mairie organise ça? Bien sûr, c'est très bien. Si on peut faire ça souvent comme ça va bien. Je suis en train de dessiner une sorte de désert avec un chameau. J'ai appris qu'on peut dessiner ce qu'on peut imaginer, on peut dessiner ce qu'on voit. Artiste plasticien de talent, Antoine sait que ces journées peuvent avoir d'autres ambitions que se détendre. De ce genre de manifestation, il y a aussi des enfants, il y a des talents. Hein. Il y a des talents cachés qu'on peut découvrir et je pense que c'est l'occasion jamais. Hein. Et nous, on est là pour les accompagner, surtout au niveau de la technique. Comment simplement tenir le pinceau, comment mélanger les couleurs, comment travailler les nuances. Je pense que ça, c'est des éléments de base qu'on essaie de donner au moins sur la journée. Une journée que la ville des Abîmes a souhaitée intergénérationnelle et touristique. Nous avons décidé d'ouvrir les portes de Taonaba, le site écotouristique de la ville des Abîmes, d'ouvrir Taonaba à la peinture, à l'évasion. Et effectivement, le public a répondu présent. C'est un excellent succès. C'est vrai que le député maire Éric Jalton de la ville des Abîmes tient à ouvrir et à favoriser cet accès à la culture, aux arts, au sport. Donc je pense que le député maire, bien sûr, va valider peut-être la deuxième édition. En attendant cette deuxième édition, les participants de la première ont pu repartir satisfaits avec leurs œuvres. C'est la fin de notre édition locale et régionale, mais dans un instant, question directe présentée par Eddy Planté.